En avance? Mais je referme alors. Ah. Non, c'est trop tôt, ils sont pas prêts. Ça fait rien? C'est trop tard. Bon, bonjour. Aujourd'hui, donc, vous avez 1 heure de cours sur la pharmacologie des médicaments anti-parkinsoniens, sous-entendu les médicaments qui sont utilisés dans la maladie de Parkinson. Donc, voici le plan du cours. Tout d'abord, je vais évoquer les étiologies du syndrome parkinsonien. Et puis ensuite, les aspects principaux sur la pharmacologie des médicaments qui sont utilisés dans la maladie de Parkinson, en sachant que les deux groupes de médicaments les plus importants sont d'une part la lévodopa et d'autre part les agonistes dopaminergiques. Donc, le syndrome parkinsonien, M. Zuber vous a fait le cours ce matin dessus. Donc, vous savez que les signes moteurs associent tremblement de repos, akinésie et hypertonie. Donc, je ne vais pas les détailler par la suite, bien évidemment. En revanche, il est important, devant un syndrome parkinsonien, de poser le diagnostic étiologique, car l'évolution et le traitement, selon l'étiologie, ne sont pas les mêmes. Donc, la principale, le plus fréquente cause de syndrome parkinsonien, c'est la maladie de Parkinson, qui est caractérisée par la destruction irréversible des neurones à dopamine au niveau des noyaux gris, au niveau de la substance noire, de la pars compacta, maladie qui a été décrite par James Parkinson il y a presque 200 ans maintenant. Donc, c'est une maladie neurodégénérative dont on ne sait pas ralentir l'évolution, mais c'est la seule maladie au jour d'aujourd'hui neurodégénérative pour laquelle on dispose de traitements efficaces. Traitements qui sont seulement symptomatiques, mais qui sont efficaces. La dopamine, c'est un neuromédiateur. Donc, on va voir, ou peut-être revoir pour vous, les aspects les plus importants donc, de la synthèse du métabolisme de la dopamine, à savoir qu'au niveau de la terminaison du neurone de la substance noire, la tyrosine est hydroxylée en dopa, la forme lévogyre de la dopa, c'est pour ça qu'on écrit toujours L-dopa, et cette L-dopa de la terminaison donc, neuronale est décarboxylée par une enzyme importante qui est la dopa-décarboxylase, qui forme la dopamine, qui va être stockée dans les granules de stockage. Donc le rond vert foncé, ça symbolise, vous avez vu, la dopamine. Et sous l'influence de l'influx nerveux et des modifications du calcium, la dopamine peut être libérée dans la fente synaptique, où là, elle va agir au niveau des récepteurs situés sur les neurones post-synaptiques du striatum. Et il existe 2 familles de récepteurs dopaminergiques. Les récepteurs de type D1, qui regroupent les récepteurs à proprement parler D1 et D5, qui sont couplés positivement à l'adénylate cyclase, et les récepteurs de type D2, qui comprennent les D2, les D3, les D4, qui sont soit couplés négativement à l'adénylate cyclase, soit qui possèdent d'autres facteurs de couplage que l'adénylate cyclase. Et l'activation de ces récepteurs conduit bien sûr à la transmission du message au niveau du striatum.
Comme tout neuromédiateur, il existe des systèmes d'inactivation dans la fente synaptique rapide. Un des systèmes, c'est un transport qui permet de recapter la dopamine par la terminaison au niveau de la substance noire. Et puis deux enzymes très importantes. Je ne sais pas si je peux enlever ça. Deux enzymes très importantes, la COMT, la catéchol O-méthyltransférase, qui est située dans la fente synaptique, et la monoamine oxydase, qui est située sur la partie externe des mitochondries, qui est donc intraneuronale. Et l'association de ces deux enzymes va donc dégrader la dopamine. Et il faut savoir aussi que le principal métabolite terminal de la dopamine, c'est l'acide homovanillique, hein, communément appelé HVA, en version anglaise. Donc, première étiologie, la maladie de Parkinson. Deuxième type d'étiologie, des origines toxiques ou pharmacologiques. Donc ça a plus un intérêt physiopathologique, ça peut aussi avoir un intérêt de modèle expérimental, puisque certaines de ces substances sont utilisées pour induire des modèles chez l'animal de maladie de Parkinson, pour essayer de mettre au point de nouveaux médicaments anti-parkinsoniens. Donc il y en a un peu d'autres, mais les trois principaux, c'est une toxine et deux médicaments, la réserpine et la classe des neuroleptiques. Alors la toxine MPTP, dont vous avez vu, c'est la méthyle, retenez pas le nom complet, hein, tout le monde, mais c'est la méthylphényltétrahydropyridine. Alors qu'est-ce que c'est cette substance? C'est une substance qui était un contaminant, qui a été un contaminant accidentel d'une héroïne de synthèse, donc utilisée par des toxicomanes, généralement jeunes. Cette toxine, ce produit toxique MPTP est capté par la terminaison neuronale. Et là, il y a formation d'un métabolite, à partir du MPTP, un métabolite qui est extrêmement réactif, qui va aller agir au niveau des mitochondries de la terminaison et qui va endommager la terminaison neuronale d'une façon telle que ça va conduire à la destruction de la terminaison neuronale. Donc cette toxine reproduit une maladie de Parkinson. Et qu'est-ce qu'on a vu? Bien, on a vu des sujets jeunes, toxicomanes, qui avaient à 20 ans ou 30 ans une maladie de Parkinson extrêmement sévère, irréversible, et qui était induite par cette toxine-là. Donc maintenant, c'est utilisé aussi comme modèle expérimental. Le deuxième type de molécule, c'est la réserpine, qui était il y a très très longtemps un médicament. Et cette réserpine, maintenant, est utilisée seulement comme réactif pharmacologique. Et elle a la propriété de faire dégranuler les granules de stockage en dopamine, hein, qui les vident de leur dopamine. Et donc, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de stimulation des récepteurs dopaminergiques. Ce qui est plus important pour vous, c'est de connaître et de toujours penser aux effets des neuroleptiques. Les neuroleptiques, nous allons en parler le 5 décembre, quelque chose comme ça. Les neuroleptiques, c'est la classe pharmacologique de médicaments antipsychotiques qui sont efficaces dans des maladies, dans les psychoses telles que la schizophrénie. Et tous les neuroleptiques ont la propriété d'être des antagonistes dopaminergiques. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer les récepteurs dopaminergiques dans différents endroits du système nerveux central, et y compris au niveau du striatum, et donc ils vont empêcher donc la transmission dopaminergique de ce fer. Il y a d'autres médicaments qui peuvent beaucoup plus rarement induire des syndromes parkinsoniens, plus rarement que les neuroleptiques. Il faut quand même le savoir parce que quelquefois il y a des erreurs de diagnostic. Il peut y avoir certains antidépresseurs, certains anticonvulsivants, notamment la dépakine, et certains antagonistes calciques qui peuvent aussi induire des syndromes parkinsoniens et qui sont réversibles à l'arrêt du traitement. C'est ça l'intérêt de les identifier, c'est qu'il ne faut surtout pas traiter le patient, il faut arrêter le traitement responsable du syndrome parkinsonien dans ces cas-là, pour les antidépresseurs, la dépakine, etc. Bon, maintenant, deuxième partie du cours, après les étiologies, les médicaments de la maladie de Parkinson.
Donc les premiers médicaments qui ont été utilisés, le premier médicament qui a été utilisé, c'est l'atropine, c'est-à-dire un médicament qui va s'opposer aux propriétés pharmacologiques de l'acétylcholine au niveau cérébral et aussi au niveau périphérique. Alors l'atropine, dans la dopamine, normalement, au niveau nigrostriatal, elle a notamment la propriété, la dopamine, d'inhiber le tonus cholinergique, d'inhiber l'acétylcholine. Donc, au cours de la maladie de Parkinson, il y a un excès d'activité cholinergique. Et cet excès d'activité cholinergique, Charcot, dès 1870, l'avait bien constaté. Il avait notamment des patients qui avaient une hypersialorée, d'où l'idée d'utiliser l'atropine pour bloquer ces effets cholinergiques. Mais vous voyez bien que du fait de ce mécanisme d'action, on ne s'oppose qu'aux effets cholinergiques, mais on ne joue absolument pas sur la composante dopamine. Donc ces médicaments-là ont un effet. Alors l'atropine, elle est contenue dans des baies qui sont très fréquentes, qui sont des baies de belladone, qu'on appelle atropose belladonna. Atropose parce que ça vient de la troisième grâce, celle qui coupait le fil de la vie, c'était son nom, atropose. Et comme l'atropine et les baies de belladone, c'était une bonne façon autrefois de tuer les gens, c'est pour ça qu'on lui avait donné ce nom-là. Et belladone, ça c'est pour vous en souvenir, c'est parce que ces médicaments-là entraînent une mydriase. Donc il y a aussi des femmes qui les utilisaient pour faire de grands yeux noirs, donc des beaux yeux, belladonna. Alors donc l'atropine, efficacité de l'atropine, intérêt thérapeutique limité, petit effet, et beaucoup d'effets indésirables qui résultent du blocage cholinergique central et périphérique. Au niveau central, qu'est-ce que ça fait? Ça fait disjoncter les gens, c'est le délire atropinique, c'est la confusion, les troubles de l'attention, etc. Donc on n'a pas vraiment envie d'induire ça chez des parkinsoniens. Et les effets périphériques de l'atropine, ce sont toujours les mêmes. C'est la constipation, vous verrez ça, vous ne l'avez pas déjà vu, je pense, vous verrez ça ultérieurement, enfin cette année, normalement, j'espère du moins, la constipation, la rétention d'urine, la diminution de toutes les sécrétions, la diminution de beaucoup de sécrétions exocrines, dont la bouche sèche, et puis les troubles au niveau du système nerveux central. Donc là, je vous ai mis les noms des médicaments que l'on utilise actuellement qui possèdent des propriétés atropiniques. Vous avez leur nom simplement à titre informatif, car ils sont peu utilisés et ce ne sont pas les traitements les plus importants. Comment? Dans la maladie de Parkinson, ce n'est pas la pierre angulaire du traitement. Bien sûr, si vous étiez neurologue, mais le deuxième grand médicament, le principal traitement de la maladie de Parkinson repose sur l'utilisation de la lévodopa. Et c'est dans les années 1960, une fois qu'on avait identifié le rôle du déficit en dopamine, qu'a été développé le concept de bioprécurseur. Pourquoi? Parce que quand on donne de la dopamine, même par voie intraveineuse, la dopamine ne passe pas dans le système nerveux central. Elle est donc inefficace sur la maladie de Parkinson. D'où l'idée d'administrer son bioprécurseur, la L-Dopa, qui, une fois arrivé dans la terminaison neuronale, est décarboxylé en dopamine qui va aller restaurer, qui va aller agir sur les récepteurs dopaminergiques. Donc, on donne la lévodopa par voie orale. La lévodopa, par elle-même, est dénuée de toute activité pharmacologique. En revanche, elle est capable de passer la barrière hémato-encéphalique. Une fois arrivée dans le système nerveux central, elle est décarboxylée par la dopa-décarboxylase, donne la dopamine qui va aller stimuler les récepteurs striatodopaminergiques, c'est ce qu'on veut faire. Quand on prend la dopamine par voie orale, il y a une partie qui est transformée en périphérie, en dopamine, par la dopa-décarboxylase, parce qu'on a de la dopa-décarboxylase en périphérie et dans le système nerveux central. Donc au début de l'utilisation de la lévodopa, les patients devaient prendre des doses énormes de lévodopa, parce qu'il y en avait une grande partie qui était transformée en dopamine, et ça avait deux inconvénients.
toute cette dopamine, elle était perdue pour l'activité thérapeutique, puisqu'elle ne peut pas passer dans le cerveau. Et en périphérie, elle était responsable d'effets périphériques indésirables, hein, dont on ne voulait pas. Donc rapidement, a été développé, en association avec la lévodopa, des inhibiteurs de dopa-décarboxylase. Ces inhibiteurs sont le bencérazide ou la carbidopa. Et la lévodopa que vous utilisez, les médicaments que vous utilisez, sont obligatoirement associés à l'un de ces deux inhibiteurs. Ça s'appelle le Modopar ou le Sinemet, ce sont les noms de commercialisation. Comment est-ce que ça agit? Ils inhibent la dopa-décarboxylase en périphérie, donc ils diminuent la quantité de dopamine formée, ce qui veut dire que vous augmentez la quantité de lévodopa biodisponible pour le cerveau. Pourquoi est-ce que ça marche quand même? C'est parce que les inhibiteurs de dopa-décarboxylase ne passent pas ou peu la barrière hémato-encéphalique. Donc ils empêchent la décarboxylation périphérique, mais ils n'empêchent pas la décarboxylation au niveau central pour permettre l'activation métabolique de la lévodopa. Quelle est l'efficacité de la lévodopa? C'est encore aujourd'hui le meilleur traitement de la maladie de Parkinson, supérieur aux agonistes dopaminergiques qu'on a synthétisés par la suite. Au début du traitement, il y a une réduction pratiquement complète de la symptomatologie motrice, avec une action extraordinaire sur la rigidité, sur l'akinésie et aussi sur le tremblement. Je vérifie parce que je crois que j'oublie quelque chose. En revanche, la lévodopa n'empêche pas l'évolution de la maladie de Parkinson, elle n'empêche pas la destruction supplémentaire de neurones dopaminergiques. Quand une maladie de Parkinson se manifeste, on admet qu'en général, il y a 80% des neurones dopaminergiques qui sont déjà détruits, et puis ensuite, ça va progresser. Je sais que j'oublie quelque chose. J'ai oublié de vous dire autre chose pour cette diapo-là, excusez-moi, je suis étourdie. C'est que la lévodopa, même quand elle est associée aux inhibiteurs de dopa-décarboxylase, elle a une demi-vie qui est relativement courte, qui est de l'ordre d'une demi-vie plasmatique qui est de l'ordre de 1 à 3 heures. On peut avoir aussi des formes retard qui vont allonger la demi-vie apparente, mais ça n'empêche qu'en général, il faut au moins 3 administrations par jour de lévodopa. Quand je vous dis lévodopa, c'est toujours sous-entendu associé aux inhibiteurs de dopa-décarboxylase. D'accord. L'autre particularité pharmacocinétique de la lévodopa que j'ai oublié de vous dire, c'est que la lévodopa, au niveau du tube digestif et également pour franchir la barrière hémato-encéphalique, utilise des transporteurs, et ce sont les transporteurs des acides aminés aromatiques. Donc quand on prend de la lévodopa par voie orale, il faut éviter que ce soit en même temps qu'un repas qui contient des protéines. Donc la lévodopa, elle doit s'administrer en dehors d'un repas, afin d'avoir une résorption digestive optimale. Donc ça, on l'a déjà vu. Je crois que j'oublie quelque chose, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, au début, c'est la lune de miel avec la lévodopa. Puis ensuite, les soucis commencent. Les soucis surviennent. Et cette diapositive est très importante. Parce que les complications motrices sont des effets fréquents et sévères de la dopathérapie. Fréquents et sévères.
on a observé qu'en moyenne, au bout de 5 ans de traitement par levodopa, il y a 30 à 50% des patients qui ont des complications motrices. Le risque d'avoir ces complications motrices, enfin, on a identifié différents facteurs de risque. Premièrement, comme facteur de risque, le début à un âge jeune de la maladie. Je ne parle pas de la MPTP, je parle de la maladie de Parkinson, idiopathique, etc. Deuxièmement, la gravité de la déplétion en neurones dopaminergiques. Et le troisième grand facteur de risque pour ces complications motrices, c'est la dose totale reçue de levodopa, c'est-à-dire la durée du traitement et la dose de levodopa administrée. Alors, quelles sont ces complications motrices? Tout d'abord, les dyskinésies. Alors, les dyskinésies, ce sont des mouvements anormaux, involontaires et exagérés. Et ils ont différentes caractéristiques. Il y a des mouvements qui sont des mouvements choréiques, avec, là je regarde mes notes parce que j'oublie toujours, les choréiques, c'est ample et rapide. Les mouvements athétosiques, c'est plus onduleux, plus ample et plus lent. Donc on peut avoir choréo-athétosique. Et il peut y avoir aussi des mouvements de type balique, où là c'est plus violent, plus désordonné. Donc vous voyez, ça vous fait des patients qui, vous en avez peut-être vu dans la rue, qui se promènent, qui ont des mouvements comme ça, ou qui tirent la langue, et puis avec des mouvements comme ça qui sont très pénalisants socialement. Ces dyskinésies, schématiquement, apparaissent au moment du pic plasmatique de levodopa. Donc, ils sont liés à des concentrations élevées de levodopa. À l'opposition, le deuxième type de trouble, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fin de dose de levodopa, il n'y a plus assez de levodopa. Et donc là, le patient, il se retrouve figé, akinétique, rigide. C'est ce qu'on appelle l'effet off, c'est l'effet de fin de dose. Alors, on ne connaît pas tous les mécanismes de ces troubles moteurs, mais on a récemment, enfin il y a quelques années, on a identifié qu'il y avait un rôle très important de la stimulation pulsatile des récepteurs dopaminergiques striataux. Je vous explique. Au début de la maladie, ça c'est un schéma où on a 3 administrations par jour de levodopa. Au début de la maladie, c'est la courbe bleue. Il y a des fluctuations plasmatiques de concentration de levodopa, mais arrivé au niveau du système nerveux central, au niveau des terminaisons neuronales, il y a un tamponnement de ces variations grâce aux neurones qui sont là. Pourquoi? On pense parce que la dopamine, elle est stockée par les granules de stockage. Donc, en fait, il y a peu de variations des concentrations de dopamine dans les neurones de la substance noire. Et puis, au bout d'un certain temps, on perd les capacités de tamponnement des variations. Et au bout de N années de traitement, on va avoir des variations avec une plus grande amplitude des concentrations de dopamine dans le striatum, enfin près des récepteurs du striatum, avec des moments où il y a des concentrations trop élevées, et ça, ce sont nos dyskinésies, et des moments où il y a des concentrations trop faibles, et ça, c'est l'akinésie. Et puis, dans les formes les plus graves, il y a un mélange des deux qui survient d'une façon qui peut être aléatoire, avec des patients qui passent en effet on-off, lumière éteinte, lumière allumée, c'est-à-dire qui passent de la phase de dyskinésie avec les mouvements reptatoires, etc., à un aspect complètement figé de la maladie de Parkinson.
En général, les patients préfèrent être dyskinésiques que akinétiques, hein. Mais les deux sont quand même embêtants, ça c'est sûr. Il faut savoir qu'il faut tout faire pour éviter leur apparition. Parce que quand ils sont là, il est très difficile de les traiter. Alors maintenant, les autres effets indésirables au niveau du système nerveux central, la lévodopa ne va pas aller que dans le système nigrostriatal. Il y a d'autres voies dopaminergiques, il y a des récepteurs dopaminergiques dans d'autres endroits. Et leur stimulation va conduire à des effets qui ne sont pas recherchés, qui n'ont rien à voir avec l'activité antiparkinsonienne. Alors, il y a différentes voies dopaminergiques dans le système nerveux central. Donc, les troubles de la mobilité, on vient de le voir, ça met en jeu, bien sûr, le système nigrostriatal. Deuxième grand système, le système mésolimbique et cortical, donc qui part de là et qui va aller distribuer ces zones-là. Eh bien, ce système, il est la stimulation des récepteurs dopaminergiques peut conduire à des troubles psychotiques de type hallucination, délire, hein, qui peuvent ressembler très schématiquement à des troubles comme vous pouvez les observer dans la schizophrénie. Deuxième voie, l'area postrema. Alors l'area postrema, elle est grosso modo située là. Et la stimulation de l'area postrema par la dopamine va conduire à des vomissements. La particularité de l'area postrema, c'est qu'elle elle est située en dessous, ou plus exactement en deçà de la barrière hémato-encéphalique. Donc, en fait, les vomissements ne sont pas un effet central de la lévodopa, mais un effet, entre guillemets, périphérique. Et ce qui compte pour avoir des nausées et des vomissements, c'est la quantité de dopamine qui va être formée en périphérie. Et plus vous inhiberez avec la dopa-décarboxylase et la dopamine en périphérie, moins vous aurez de nausées et de vomissements. Donc ça, c'était un système. Enfin, maintenant, le système tubéro-infundibulaire qui se trouve là, par là. Et lui, il fonctionne à l'inverse des autres. C'est-à-dire que le nigrostriatal, l'area postrémale, mésolimbique et corticale, la dopamine a des effets stimulants. Au niveau du système tubéro-infundibulaire, c'est l'inverse. La stimulation dopaminergique inhibe la sécrétion de prolactine. La dopamine, c'est ce que l'on appelle PIF, PIF, prolactine inhibiting factor. À quoi ça sert? Eh bien, on met de côté la maladie de Parkinson. Chez une femme qui vient d'accoucher et qui ne souhaite pas allaiter ou qui ne doit pas allaiter, hein, pour inhiber la lactation, on va donner un agoniste dopaminergique. Et pour que ce soit efficace, il faut en fait donner une dose plus petite que la dose efficace dans la maladie de Parkinson. Donc vous voyez, application thérapeutique de cette propriété. Enfin, un autre effet central, je n'ai pas trouvé précisément quelle voie dopaminergique était en jeu. C'est pour ça qu'il y a des chances que ça implique le ganglion basal. Ce sont les troubles du sommeil, mais probablement d'autres structures. Et je ne suis pas une assez bonne neurologue pour vous dire quelles structures sont impliquées. Toujours est-il qu'il faut que vous sachiez que la lévodopa et les agonistes dopaminergiques peuvent induire des troubles du sommeil, soit alors des troubles du sommeil dans la journée à type d'hypersomnie. Bon, à la limite, ce n'est pas trop grave, ça vous permet de tolérer le cours de pharmaco, soit plus grave, ce que l'on appelle les attaques de sommeil. Les attaques de sommeil, c'est quelqu'un qui s'endort alors qu'il est en activité et sans qu'il y ait de prodrome, sans qu'il y ait de signes annonciateurs de ce sommeil.
Ou bien les prodromes sont extrêmement brefs, et ce qui fait qu'il n'a pas le temps de réagir pour se garer. Voilà. Donc je vais vous en reparler plus loin au niveau des agonistes dopaminergiques. Et pour terminer sur la lévodopa, vous avez vu qu'il y a tout de même un peu de dopamine formée en périphérie, et donc cette dopamine, donc à proprement parler, les nausées et vomissements sont plutôt des effets périphériques, dû à la production de dopamine qui va stimuler notre area postrema. La dopamine a aussi des effets sur les vaisseaux, où la stimulation, il y a des récepteurs dopaminergiques à ce niveau-là qui entraînent une vasodilatation qui est responsable d'une hypotension orthostatique. Donc ça, c'est très gênant parce que vos patients, quand ils se lèvent, ils ont une hypotension, donc ils peuvent tomber. Comme en plus, ils sont rigides, ils tremblent, ça peut se passer très mal, surtout si c'est en haut d'un escalier. Et la production de dopamine en périphérie, une fois que vous avez de la dopamine de formée, on peut aussi former en périphérie de la noradrénaline et de l'adrénaline. Et ces composés-là peuvent être à l'origine de troubles du rythme, surtout chez les sujets prédisposés. Et puis plus pour faire la pause, parce que ça n'a pas de conséquences directes pour vous, enfin un peu mais partiellement, c'est le fait qu'il y ait un ou des métabolites de la lévodopa qui pigmentent, qui colorent certaines structures de l'organisme. Alors il y a les urines qui sont colorées en marron foncé, donc on peut croire par exemple que c'est une hématurie. Il y a aussi le liquide gastrique, donc il y a des patients quand ils vomissent, on voit un liquide noirâtre, donc là non plus il ne faut pas croire que c'est dû à du sang digéré. Et puis, il peut y avoir aussi une pigmentation de certains cartilages. Les cartilages des côtes, et d'une façon probablement encore plus exceptionnelle, les cartilages intervertébraux. Ce que vous avez sur la photo là, ça c'était un monsieur parkinsonien qui avait pris des doses énormes de lévodopa pendant de très nombreuses années. Et en post-mortem, on a fait un examen, on a coupé son rachis, on a fait un examen anatomopathologique de son rachis. Et donc, vous voyez, les bandes noirâtres ne sont pas colorées, c'est la coloration, c'est la mélanose cartilagineuse induite par la lévodopa. Donc, ça n'a a priori pas de conséquences pour le patient, enfin, quand il est vivant. Mais en revanche, c'est irréversible et ça vaut la peine de le savoir à ceux ou celles d'entre vous qui un jour envisagent d'être chirurgien, parce que quand on tombe sur des cartilages de côte tout noirs, il faut savoir penser à la lévodopa. Les inhibiteurs de COMT, catéchol O-méthyltransférase. On vient de voir qu'on associe la lévodopa aux inhibiteurs de dopa décarboxylase. Ça va favoriser en périphérie la formation ça va favoriser d'autres voies métaboliques. Et une des voies métaboliques importantes, c'est en périphérie la transformation de L-dopa en 3-O-méthyldopa par la COMT. Et bien sûr, ce qui rend la lévodopa moins accessible pour son effet thérapeutique. L'antacapone inhibe la COMT. Aux doses thérapeutiques, elle inhibe seulement la COMT périphérique. Donc, elle diminue la dégradation de la lévodopa en périphérie. Elle allonge sa demi-vie. Et donc, chaque dose de lévodopa est active plus longtemps. Compte tenu de ce mécanisme d'action, vous voyez bien que l'antacapone, il y a aussi la tolcapone, mais qu'on utilise moins parce qu'elle est hépatotoxique. L'antacapone n'est utilisé qu'en association avec la lévodopa. On ne l'utilise jamais sans lévodopa. L'antacapone, elle a une demi-vie dans l'organisme qui est un peu du même ordre de grandeur que la demi-vie de lévodopa plus carbidopa.
D'où le laboratoire a fait une spécialité qui s'appelle Stalevo, qui est pratique pour le patient puisque ça associe la levodopa, l'inhibiteur de dopa décarboxylase, plus l'inhibiteur de COMT. Comme ça, on essaye de bloquer au maximum la dégradation périphérique, bien évidemment. Alors, intérêt de ces inhibiteurs de COMT, je vous l'ai dit, là, c'est bon, ça suffit. Enfin, dernière possibilité, à l'heure actuelle en tout cas, d'inhibition enzymatique, c'est d'inhiber la monoamine oxydase. Alors, la MAO, il y en a essentiellement deux. Il y a la MAO A et la MAO B. Alors, la MAO, au niveau cérébral, on a surtout de la MAO B, et c'est elle qui va dégrader la dopamine intracérébrale. D'où l'idée d'inhibiteur sélectif de la MAO-B, c'est la sélégiline. La sélégiline, elle inhibe cette enzyme de façon irréversible, c'est-à-dire qu'elle va agir tant qu'on n'a pas refabriqué de la nouvelle MAO-B, mais elle ne va pas inhiber la MAO-A en périphérie, ce qui est bien pratique parce que les inhibiteurs de MAO-A en périphérie il y a énormément de contre-indications avec d'autres médicaments et des contre-indications avec le vin, certains fromages. Alors vous comprendrez bien qu'en France, les inhibiteurs de MAO-A, ce sont des médicaments antidépresseurs, mais comme par hasard en France, on les utilise pratiquement jamais. On se demande pourquoi. Bref, alors quel est l'intérêt de ces inhibiteurs de MAO? Eux, vous voyez, on peut les utiliser comme ils agissent sur la dopamine et qu'ils vont augmenter la biodisponibilité cérébrale de la dopamine. On peut les utiliser soit seuls au début du traitement de la maladie, soit quand la maladie est plus évoluée, on pourra les associer à la levodopa. Ce qui est écrit là. Maintenant, la deuxième, cinquièmement, mais la deuxième grande classe pharmacologique dans la maladie de Parkinson, ce sont les agonistes dopaminergiques. Donc tous les médicaments qu'on a vus jusqu'ici, vous êtes bien d'accord qu'ils servent à augmenter la quantité de dopamine intracérébrale biodisponible. Et il y a une deuxième approche, c'est d'aller stimuler directement les récepteurs dopaminergiques au niveau du striatum. Et pour cela, on utilise les agonistes sélectifs de ces récepteurs dopaminergiques. Quel est l'intérêt de ces médicaments par rapport à la levodopa? En général, ils ont une demi-vie plus longue que la levodopa. Et comme ils agissent directement sur les récepteurs, il va y avoir beaucoup moins de fluctuations de stimulation des récepteurs dopaminergiques qu'avec la levodopa. Ce qui fait que les agonistes dopaminergiques entraînent beaucoup moins de complications motrices que la levodopa et qu'ils n'entraînent pas d'effet on-off. Bon, bien sûr, si vous prenez un grand coup d'agoniste dopaminergique, vous allez avoir des dyskinésies, ça c'est normal, mais en tout cas beaucoup moins de complications motrices. En revanche, ils sont moins puissants que la levodopa et il y a toujours un moment où le patient devra recevoir la levodopa. Donc la tendance actuelle, c'est de procéder, comme c'est écrit en bleu, surtout chez un sujet jeune. Vous vous rappelez que le sujet jeune, il est très exposé aux complications motrices. Donc le sujet jeune, on aura tendance à commencer à lui donner un agoniste dopaminergique. Et puis, au bout de quelques mois ou de quelques années, ça ne va pas suffire. Et il faudra ajouter de la levodopa. Mais le fait d'avoir commencé par l'agoniste dopaminergique va retarder la mise sous levodopa et donc va retarder l'apparition des dyskinésies.
Donc ça, c'est au début du traitement. Et puis quand la maladie est évoluée et que le patient reçoit, il peut recevoir à la fois la lévodopa et l'agoniste dopaminergique. Comme on peut donner l'agoniste dopaminergique, ça va permettre de diminuer les doses de lévodopa et là aussi d'avoir moins de complications motrices, moins de dyskinésie. Comme ils stimulent directement les récepteurs dopaminergiques, en fait, ils vont agir plus que la lévodopa sur le système mésolimbique et cortical, et ils ont tendance à plus donner de troubles psychiatriques que la lévodopa. Donc chez le patient schizophrène parkinsonien, pas d'agoniste dopaminergique. Il donne aussi volontiers des édèmes des membres inférieurs, il faut le savoir. Et puis, deux effets importants sur le plan personnel et au plan social, qui sont les attaques de sommeil, d'abord, et puis les comportements pathologiques. Alors, les attaques de sommeil, en fait, elles ont été décrites en premier avec les agonistes dopaminergiques. Et puis c'est seulement une fois qu'on les a décrites avec les agonistes dopaminergiques qu'on les a aussi décrites, ça c'est Jean-Louis Montastruc à Toulouse, qui les a aussi décrits avec la lévodopa. Mais ça semble plus volontiers être observé avec les agonistes dopaminergiques. Et donc ça peut conduire à bien sûr, il y a des cas d'accidents dramatiques de la circulation à cause de ces attaques de sommeil. Ça veut dire que vous, quand vous avez un patient qui est sous agoniste dopaminergique ou sous lévodopa, il faut lui demander comment est son sommeil et demander à l'entourage, parce qu'éventuellement, il faudra contre-indiquer certaines activités. En particulier, on pourra, ce n'est pas obligatoire, mais on pourra être amené à contre-indiquer la conduite automobile. Les comportements pathologiques. Alors, les comportements pathologiques, il y en a de différents types. Celui qui parle le mieux aux esprits et qui commence à être bien connu, même si c'est rare, mais ça peut être, au point de vue socio-économique, absolument désastreux, ce sont les jeux pathologiques. C'est-à-dire qu'en prenant un agoniste dopaminergique, vous avez un petit papy de 60 ans qui devient complètement accro au jeu et qui va dépenser tout son argent, et même plus que ça, en dépensant. Il y a une étude américaine qui rapporte chez ces patients qui deviennent addictifs au jeu une moyenne de 100 000 $ dépensés. Alors il n'y a pas, dans les comportements pathologiques, il n'y a pas que les jeux pathologiques, il y a aussi des comportements compulsifs. Alors pour aller faire les courses, compulsion à faire des achats. Il y a aussi par rapport à la nourriture. Il y a, chez certains patients, c'est par rapport à la prise de médicaments. Je crois à la télévision, vous avez eu aux infos il y a quelque temps un patient qui fait un procès, je crois, parce qu'il a dépensé des fortunes au jeu sous un antiparkinsonien. Donc la morale de cette histoire, ça veut dire que vous, quand vous envisagez de donner un agoniste dopaminergique, il faut prévenir le patient, il faut prévenir l'entourage de ces troubles pathologiques, d'autant plus que quand ils surviennent, le patient va se cacher. Bien sûr, quand on dépense 100 000 $, on ne va peut-être pas le raconter à sa femme. Voilà. Donc c'est rare, mais c'est grave. Alors les agonistes dopaminergiques, au plan chimique et au plan mécanisme d'action, origine, il y en a deux types. Il y a ceux qu'on appelle les dérivés ergotés et ceux que l'on appelle les dérivés non ergotés. Alors ça aussi, ça dépasse le cadre de la pharmacologie de la maladie de Parkinson. C'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que l'ergot de seigle? L'ergot de seigle, ce sont ces choses noirâtres. C'est un champignon parasite du seigle et d'autres céréales, et qui se développait surtout quand on avait de mauvaises conservations de ces céréales. Et au Moyen-Âge, quand les gens mangeaient du pain avec des céréales contaminées par l'ergot de seigle, eh bien c'était responsable, c'était ce qu'on appelle dans les livres un fléau historique.
Pourquoi fléau historique? Parce que cet ergot de seigle, ça contient plein de substances actives, et notamment actives sur les fibres musculaires lisses. Et sur ces fibres musculaires lisses, ça va entraîner des vasoconstrictions intenses. Donc, quand on mangeait du pain contaminé par de l'ergot de seigle, il y avait des gens qui avaient des gangrènes des membres inférieurs, qui perdaient leurs membres sup ou leurs membres inf de nécrose, hein, due à la vasoconstriction artériolaire. Et puis l'autre grande source de fléau, c'est parce que l'action sur les fibres musculaires lisses induisait des avortements chez les femmes enceintes. Donc cet ergot de seigle, ça ne contient pas que des substances toxiques, ça contient aussi, et on a, à partir de cet ergot de seigle, on a fabriqué, on a synthétisé des dérivés qui sont encore utilisés comme médicaments. Les plus connus sont des médicaments antimigraineux. Hein, l'ergotamine, la dihydroergotamine, ce sont des dérivés de l'ergot de seigle. Et puis, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut connaître les noms de pergolide et de bromocriptine, qui sont des dérivés de l'ergot de seigle. Il y en a un autre que vous connaissez, qui est une substance addictive. C'est le lysergique Säure dérivative 25. C'est le 25e dérivé de l'acide lysergique. C'est le LSD. Voilà. Donc, pourquoi vous parlez aussi longuement de ces dérivés ergotés? C'est que tous les dérivés ergotés, ou beaucoup de dérivés ergotés, quand ils sont utilisés de façon prolongée, peuvent entraîner des fibroses. Alors, les plus connus et les plus, disons, comment dire, peut-être les plus fréquentes, entre guillemets, ce sont les fibroses des séreuses. Donc des fibroses rétropéritonéales, fibroses pleuropulmonaires, hein, ou pleurales ou pulmonaires ou associées, plus rarement des fibroses péricardiques. Donc quand vous avez un patient sous dérivé ergoté, il faut être vigilant quant à la survenue possible de ces fibroses et ne pas hésiter à faire échographie ou autre examen pour s'assurer qu'il n'y a pas une fibrose en train de se développer. Et puis la deuxième type de fibrose qui vient surtout d'être décrite pour le pergolide, hein, ce sont une fibrose des valves cardiaques. Toutes les valves peuvent être atteintes. Le pergolide, il augmente au moins de 4 à 7 fois le risque de développer une fibrose de valve cardiaque. Une fois qu'il y a la fibrose, même si vous arrêtez le médicament, ça peut être difficile à régresser. Et surtout, si ça arrive chez quelqu'un d'âgé, c'est pas forcément facile de faire le diagnostic. Donc on a établi récemment que c'était vraiment quasiment certain que le pergolide favorisait ces fibroses. Et donc aux États-Unis, ils ont décidé de ne plus l'utiliser. En France, il est toujours commercialisé, mais avec cet effet-là, vous êtes bien d'accord que jamais vous ne devez donner le pergolide comme agoniste dopaminergique de première intention, hein, compte tenu de ce risque. Les dérivés non ergotés ne semblent pas, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, induire ces fibroses. Alors le chef de file des dérivés non... Alors ils sont... Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour les fibroses des valves cardiaques, c'est pratiquement sûr que c'est en relation avec la stimulation en fait d'autres récepteurs que les récepteurs dopaminergiques, la stimulation des récepteurs 5-hydroxytryptamine de type 2B, c'est-à-dire la 5-hydroxytryptamine, c'est la même chose que la sérotonine. Donc ça semble en relation avec la stimulation de ce sous-type de récepteur à la sérotonine. Et bien sûr, le pergolide stimule ces récepteurs 5-HT2B. Donc les non ergotés n'induisent pas ces fibroses. Le chef de file, retenez au moins le nom du chef de file des agonistes. Alors on considère que c'est surtout la famille des récepteurs D2 qui est impliquée dans la motricité. Donc on a surtout développé des agonistes de type D2. Et le chef de file, c'est le ropinirole, commercialisé sous le nom de Requip. Pour mémoire, surtout si vous allez en neurologie, vous pouvez retenir le nom de rotigotine, qui est commercialisé sous le nom de Neupro. Je ne sais pas s'il est commercialisé encore en France, mais ça ne devrait pas tarder. En tout cas, il a eu
cette année l'AMM l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Alors, quel est l'intérêt de cette rotigotine? C'est un agoniste dopaminergique, mais qui se donne sous forme de patch transcutané à libération prolongée. Et donc, le patient se pose un patch par jour sur la peau, hein, et ça suffit pour avoir une stimulation dopaminergique sur 24 heures. Voilà. Donc, on espère limiter augmenter l'efficacité et limiter les variations sur la mobilité. Récapitulatif. Médicaments de la maladie de Parkinson. Le bioprécurseur, toujours associé à un inhibiteur de dopa-décarboxylase, et éventuellement associé à un inhibiteur de COMT. Inhibition de la dégradation de la dopamine intracérébrale, qui permet donc de potentialiser notre dopamine. Et enfin, l'action la plus en aval, avec les agonistes des récepteurs dopaminergiques. Et puis, 2 minutes juste sur la mantadine. La mantadine, pour la petite histoire, c'est un médicament qui a été commercialisé initialement comme traitement de la grippe. Donc ça ne marchait pas très bien comme traitement de la grippe, mais il y a une petite mamie qui s'est rendue compte que si ça ne soignait pas bien sa grippe, ça soignait sa maladie de Parkinson. Et c'est comme ça qu'on a découvert de façon fortuite les propriétés antiparkinsoniennes limitées de la mantadine. Alors comment agit la mantadine? En fait, elle a différentes actions, notamment elle a la capacité de stimuler la libération de dopamine à partir de ces granules de stockage. Et puis elle a une autre propriété qui est éventuellement intéressante, qui est une propriété antagoniste des récepteurs NMDA, donc un groupe de récepteurs du système glutamate. Voilà. Donc ça, c'était pour compléter le schéma. Voilà. Donc, dans tout ça, tous ces traitements-là, même s'ils sont efficaces, sont symptomatiques. Qu'est-ce qu'on a comme autre traitement à l'heure actuelle? Il y a éventuellement de la chirurgie, il y a des essais avec des cellules, et puis les laboratoires cherchent activement surtout des médicaments neuroprotecteurs, parce que le jour où on trouvera un médicament qui empêche la disparition des neurones dopaminergiques, ce sera très intéressant, parce qu'eux ne l'empêchent pas jusqu'à présent. Et dernière diapositive, quelques principes et commentaires sur l'utilisation des médicaments dans la maladie de Parkinson. Et en fait, pour commencer, il faut peut-être commencer par le deuxième point. C'est qu'un diagnostic de maladie de Parkinson, c'est difficile à faire. Ça peut être difficile à faire. Donc même si vous, en tant que médecin traitant, médecin généraliste, vous évoquez ou vous portez le diagnostic de maladie de Parkinson, ce n'est pas à vous à commencer le traitement du patient. Vous devez obligatoirement l'adresser à un spécialiste qui décidera du premier traitement administré. En général, en tout cas actuellement, la tendance, surtout si c'est un sujet jeune, s'il commence à 80 ans, on lui donne la lévodopa. Si c'est un sujet jeune, on commencera par l'agoniste dopaminergique ou bien par un inhibiteur de MAO-B afin de retarder la mise sous lévodopa, retarder les dyskinésies. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut jamais arrêter brutalement un traitement antiparkinsonien. Parce que si vous arrêtez brutalement le traitement, vous allez priver brutalement les récepteurs dopaminergiques de leur stimulation. Et cette privation peut aboutir à un syndrome grave et qui donne une hyperthermie maligne. On en reparlera au niveau des neuroleptiques. Mais donc, il ne faut jamais arrêter brutalement. Même si vous êtes devant une atteinte cardiaque valvulaire ou pergolide, eh bien, diminuez progressivement le pergolide. De toute façon, son atteinte cardiaque valvulaire, il l'aura.
Donc ça, c'est un principe. Deuxièmement, l'autre principe, c'est que quand on voit apparaître des dyskinésies sous les Levodopa, on essaye de fractionner les prises dans la journée pour essayer de limiter les oscillations de concentration. On utilisera des formes retard. Il y a actuellement une forme à libération prolongée de Levodopa, une espèce de forme de gel là, qui est peut-être intéressante. Et éventuellement, on pourra ajouter un inhibiteur de COMT pour prolonger la durée d'action de la Levodopa. Et puis, les deux derniers points, les vomissements, ils sont surtout importants au début du traitement. Si les vomissements persistent, vous allez devoir, ou si votre patient est très nauséeux, vous allez avoir envie de lui donner un antivomitif. Le problème des antivomitifs que vous pouvez donner, c'est que la dopamine, ça fait vomir. Donc les médicaments antivomitifs, qu'est-ce qu'ils sont en fait? Eh bien, ils sont antagonistes dopaminergiques. Donc, si vous donnez un antivomitif classique, vous allez antagoniser les vomissements, mais vous allez aussi antagoniser l'effet thérapeutique. Une chance, vous avez le droit de donner la dompéridone. La dompéridone, c'est le motilium. J'ai oublié d'écrire le nom de spécialité, comme ça se prononce, un motilium. Et ce motilium, il a la particularité pharmacocinétique intéressante qu'il ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, il va antagoniser les effets sur l'area post-tréma, mais il ne va pas antagoniser les effets de la Levodopa sur le striatum. D'accord ? Maintenant, si votre patient a des troubles psychiatriques, les troubles psychiatriques, je vous rappelle, stimulation dopaminergique à d'autres niveaux que nigrostriatal. Eh bien là, c'est pareil. Si vous donnez un neuroleptique classique, il va antagoniser les effets psychiatriques de la Levodopa ou de l'agoniste dopaminergique, mais aussi il va antagoniser les effets thérapeutiques. Donc on n'a pas le droit de donner un neuroleptique classique avec un agoniste dopaminergique, puisque là vous avez un exemple typique d'antagonisme d'effet de substance. En revanche, si c'est vraiment nécessaire, on peut utiliser certains neuroleptiques que l'on appelle des neuroleptiques atypiques, qui agissent sur les récepteurs dopaminergiques, mais certains sous-types, etc., et qui ont peu ou pas d'effet sur le système nigrostriatal. Donc, qui vont être antipsychotiques sans aggraver le syndrome parkinsonien. Voilà, je vous remercie. J'espère, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oh, on peut éteindre ça ?